Bonjour à tous, bienvenue sur François au défi de la vérité. Nous recevons aujourd'hui André Berkoff. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes l'auteur de Abstention, piège à con aux éditions Max Milo. Dernier virage avant la démocrature est sous-titré ce livre. Que voulez-vous dire par là? Est-ce que les carottes sont cuites comme s'introduit votre émission sur Sud Radio, alors que nous sommes à bientôt 2 semaines de l'élection présidentielle? Ouais, non, si vous voulez, moi-même, j'ai péché, c'est ma faute, c'est ma très grande faute, comme on dit dans les confessions. Non, c'est-à-dire que c'est vrai que moi-même, je ne suis pas allé voter régulièrement, il m'est arrivé tout à fait de ne pas aller voter pour des raisons quelquefois bonnes et quelquefois complètement farfelues ou superficielles. Alors pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on se dit oui, mais écoutez, voilà. Alors vous savez, plusieurs raisons. Hein. On dit ouais, de toute façon, aucun ne me plaît, c'est le système, tous pourris. Qu'est-ce qu'on peut y changer? Et c'est tout ce qu'on connaît sur la fameuse ritournelle qui fait oh, ça changera rien, donc je reste chez moi ou je vais à la pêche ou autre chose. Simplement, je crois qu'à des moments, peut-être que et plus que jamais aujourd'hui. C'est un droit qui existe. Ce n'est évidemment pas une condition suffisante, loin de là, mais je crois que c'est une condition nécessaire. Autant l'utiliser, autant faire, autant écouter, une fois tous les 5 ans, une fois tous les 6 ans, se bouger le train et peut-être aller dans un bureau de vote. C'est quand même pas la Bérésina, Austerlitz ou Waterloo. On peut quand même faire ça sans devenir complètement épuisé. Donc, je crois que c'est pas mal et je ne parle pas du fait que c'est un droit qu'on a acquis, que c'est une victoire, etc. Très bien. Non, non. Je dis simplement, il y a quelque chose à faire, il y a une pression à faire sur les princes qui nous gouvernent et qui aspirent à nous gouverner. Et c'est pas mal d'aller choisir. Et si vous n'avez pas vraiment chaussure à votre pied, ou l'idéal de l'idéal, ou le gendre idéal, ou la femme idéale, eh ben, choisissez le ou la moins pire, c'est déjà pas mal. Donc vous défendez le vote malgré tout, quoi qu'il en coûte, pourrait-on dire, mais vous allez même plus loin. Vous dites, vous défendez une position qui pourra surprendre de votre part, qui est le vote obligatoire. Oui, c'est vrai que j'aime pas beaucoup les obligations, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais là, très sincèrement, je défends, comme c'est en Belgique, il y a quelques pays qui l'ont adopté, pour une raison extrêmement simple. J'ai été très très frappé par les élections régionales, municipales, etc. Quand vous pensez aux municipales, quand vous pensez l'importance, enfin en principe, je ne parle que de la France, d'être dirigé par un maire qui va, on voit très bien ce qui se passe à Paris, mais passons. Et qu'il y a 2 Français sur 3 qui ne se sont pas déplacés. Alors, c'est vrai qu'il y avait le Covid, il y a la peur des clusters, etc. Enfin, ça dit beaucoup. Les régionales, n'en parlons pas. Un record historique d'abstention voilà. régionale. Il y a des records historiques d'abstention. C'est pas encore le cas pour les présidentielles, mais enfin, ça peut le devenir. Et donc, si pour des raisons qu'on peut comprendre et qu'on peut développer, les Français se disent c'est plus là que ça se passe, le théâtre politique est devenu un théâtre d'ombre et donc on n'a rien à faire là-dedans. Sauf que l'abstention renforce le pouvoir en place. L'abstention ne peut que, comment dirais-je, favoriser le pouvoir en place qui demande quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Le pouvoir, hein, qu'il soit de droite, de gauche, du centre ou d'ailleurs, veut une population, je dirais, soumise, ou en tout cas moutonnière, ou en tout cas calme, qu'on ne vienne pas les embêter. N'oubliez jamais que pour le pouvoir est le camp du bien. La devise, c'est « je sais mieux que vous ce qui est bon pour vous ». Donc, vaquez à vos occupations, foutez-nous la paix, restez dans votre coin, et puis laissez-nous faire, et vous allez voir, tout va se passer pour le mieux dans le meilleur des mondes. Donc je crois que quand même, si une fois tous les 5 ans, ou une fois tous les 6 ans pour les présidentielles ou les municipales ou autres, ce ne serait pas mauvais que les gens se rappellent qu'il y a ça à faire, que ça n'a pas été évident, qu'il y a beaucoup de pays où ça n'existe pas. Est-ce qu'ils sont mieux lotis ou moins bien lotis? J'ai la faiblesse de croire qu'on est quand même mieux lotis si on a une marge de manœuvre que si on n'en a pas du tout. Vous dites... Le vote obligatoire, s'il n'empêchera pas à lui seul un pays de rentrer en soins palliatifs, permettra, on peut l'espérer, sans illusion mais avec constance, de battre le rappel du devoir et de l'obligation d'exister comme citoyen responsable. 2 impératifs catégoriques ne peuvent être éludés. Pas de droit sans devoir, pas de liberté sans responsabilité.
On croirait entendre Emmanuel Macron qui a récemment inversé l'ordre entre les devoirs et les droits. Vous le rejoignez là-dessus? Écoutez, Emmanuel Macron peut dire ce qu'il veut, et vous savez, les mots appartiennent à tout le monde. Le problème, moi d'abord, je ne dis pas du tout que le devoir doit l'emporter sur le droit. Je dis, c'est pas tout à fait la même chose, c'est le moins que l'on puisse dire. Pas de droit sans devoir. Oui, je crois qu'il y a eu, et vous le savez, une espèce de formidable OPA sur la victimisation. La concurrence victimaire bat son plein. Et alors on parle, j'ai les droits, j'ai le droit, j'ai le droit. Oui, je suis une victime, j'ai le droit. Rien dans tous les domaines. Bon, peut-être, mais enfin, il y a peut-être des devoirs aussi qui jouent. Et parmi ces devoirs, c'est pour ça que je parle du vote obligatoire. Vous savez, on a des devoirs, enfin, c'est très simple. On ne va pas traverser la rue si les feux sont ouverts. Je n'appelle pas ça une obligation terrifiante. On ne va pas se jeter de la fenêtre du 3e étage parce qu'on pense qu'on peut voler. Je ne crois pas que c'est une précaution terrifiante. Je pense qu'il y a des choses simples qui, franchement, ne font pas de vous un esclave absolument opprimé et qui vous permettent en tout cas d'exercer, je dis bien d'exercer, un choix qui n'a pas été simple, un choix qui existe et dans quelque chose qui s'appelle encore, j'espère pour longtemps, la démocratie. Rappelez-vous de Churchill, on connaît le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. Donc voilà. C'est le sens du sous-titre, donc dernier virage avant la démocrature. On s'en approche si on ne vote pas, selon vous? Écoutez, c'est très simple. Quel est le grand pays aujourd'hui autoritaire qui se propose un modèle? La Chine. La Chine vous dit, écoutez, enrichissez-vous, faites du business, devenez ce que vous voulez, mais ne touchez pas à la politique. Il y a un parti unique et il est hors de question qu'il y ait un autre parti unique. Donc, ne nous emmerdez pas avec ça. Allez à Harvard, formez-vous partout. La Chine, nous, on sait ce qui est bon pour le pays, pour la croissance, etc. Donc, mauvais point si vous vous comportez un peu mal, bon point si vous vous comportez pour eux, toujours pour eux, en citoyen respectable, respecté et surtout obéissant. C'est ça qu'on veut? Si c'est ça qu'on veut, on y va. Pourquoi pas? Mais c'est un choix, là aussi. Alors, c'est un livre en 3 parties, puisqu'il y a la deuxième partie est signée de Stéphane Guyot, qui est le président fondateur du Parti du vote blanc, et puis la troisième par Philippe Pascot, qui a été élu local et qui dresse un panorama assez tout à fait. complet il a fait des livres qui ont très bien marché, des dysfonctionnements démocratiques, notamment de la corruption, mais encore beaucoup d'autres. Mais si on s'attarde sur la deuxième partie, qui est un éloge du vote blanc, de son intérêt, en disant qu'il vaut toujours mieux voter blanc que s'abstenir, au moins on vote, on délivre un message. Mais le vote blanc n'est pas reconnu, donc il répond à beaucoup des objections qu'on fait souvent à cette question. Comment accepter de voter blanc alors qu'on sait qu'on en parlera 10 fois moins que l'abstention, justement? J'allais vous le dire que je pense qu'il faut lier, et ça me permet d'aller un peu plus loin sur le vote obligatoire. Pour moi, pas de vote obligatoire sans la reconnaissance du vote blanc. Et quand je dis reconnaissance du vote blanc, oui, parce que c'est important, parce que le vote blanc, on va voter. On ne reste pas chez soi, c'est pas l'abstentionnisme. Simplement aujourd'hui, comme vous disiez, effectivement, le vote blanc n'est pas reconnu. Donc ça ne compte pas, ça ne compte pour rien. Il est compté séparément, les votes blancs et nuls sont comptés séparément des suffrages exprimés. Exactement. Donc voilà, et on dit, oui, il y a 8% de vote blanc. Non, je crois que là, il y a des règles à faire, mais si on fait le vote obligatoire, et je crois qu'il faut le faire, il faut faire en même temps une reconnaissance du vote blanc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, à mon sens, mais je suis pas le seul à le dire, que si le vote blanc atteint des proportions parmi les votants, les inscrits, ou les votants, oui, plus grandes, par exemple, un taux ou un chiffre plus important que le meilleur des élus. Le meilleur arrive en tête, si vous voulez. Si Monsieur Blanc arrive en tête en premier tour, ça vous voilà, c'est-à-dire que si, par exemple, Monsieur Blanc arrive à faire 35% plus que Monsieur Macron, qui va peut-être en faire 32, en tout cas selon les sondages, eh bien là, je vais vous dire, Monsieur Blanc, eh bien on annule l'élection et on change tous les gens qui sont là. Ah oui, je vais jusque-là. Pourquoi? Parce que ça veut dire que le vote blanc a remporté l'élection. Donc ça veut dire qu'il y a une majorité de Français inscrits et votants qui désavouent tout cela. Mais en l'absence de ça, effectivement, ça n'a aucun sens. Et donc là, pour l'élection, le premier tour de l'élection présidentielle qui arrive, qu'est-ce que vous dites à ceux qui se sentent dépossédés de cette élection, puisqu'Emmanuel Macron lui-même a
tout fait pour l'enjamber en utilisant les diverses crises qu'il prétend diriger, que les médias jouent son jeu, qu'il y a des inquiétudes aussi sur des risques de fraude chez certains qui considèrent que tout est pipé. On en a parlé, vous en parlez dans le livre. Oui, est-ce qu'on peut encore aller voter en se disant que ça sert à quelque chose le 10 avril prochain? Je crois même plus que jamais, pour deux raisons. Effectivement, il faut tenir compte, on en parlera si vous voulez peut-être, des fraudes, des dangers de fraude. On l'a vu, c'est vrai que le danger du vote électronique et du vote numérique est très porteur de fraude. C'est extrêmement clair. J'ai parlé avec des techniciens qui en savent beaucoup plus que moi sur le sujet, que si vous allez effectivement un bug ou une manipulation, elle est invisible. On ne verra rien, y compris des gens, effectivement, comme ça peut se répandre à travers le monde, à travers la fibre, ça va très, 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 très vite. Deuxièmement, le vote par correspondance. Ce n'est pas par hasard qu'on l'a interdit en France. Vous pouvez faire voter un EHPAD entier, on peut trafiquer les signatures, on peut faire ce qu'on veut. On l'a vu à petite échelle pour la primaire des Républicains qui a été soupçonnée de ce type de pratique. Avec le fameux chien Douglas, le merveilleux Douglas. Donc voilà. Alors pourquoi plus que jamais? Pour une raison extrêmement simple, c'est que si on laisse faire, si on se dit bon, écoutez, voilà, Macron enjambe les élections, ben à vous de voir, de lui faire peut-être un croc en jambe. Si vous n'êtes pas d'accord, vous savez, Macron fait ce qu'il veut et après tout, c'est son droit. Lui, il n'est pas dans l'illégalité s'il ne va pas débattre. Il faut aussi ne pas être... il fait ce qu'il veut, il a le droit, il est dans la légalité, il est président de la République, il est en même temps candidat. On peut faire tous les reproches qu'on veut. Après, on regarde son programme. Et bon. Mais la vie publique n'est pas faite que de choses légales ou illégales. Elle est faite aussi de sommes d'usages, de pratiques informelles, de courtoisie républicaine. Mais vous savez qu'il y a eu d'autres présidents qui n'ont pas débattu avant le premier tour. Il n'est pas le seul. Mais moi, je crois que effectivement, il faut aller au-delà des pratiques. Je crois que si on reste sur le terrain de la morale et des usages et des us et coutumes, on perd. Il faut se retourner vers soi. Est-ce que nous, chacun d'entre nous, est-ce qu'on se sent responsable ou pas? Si vous dites, ah oui, mais regardez l'autre, regardez comment il se comporte, oh, il se comporte pas bien, là, il suit pas les règles. Vous savez, c'est comme un terrain, il suit pas les règles. Eh ben, suivez pas les règles, eh bien, sanctionnez-le. Mais si vous ne vous faites rien, il va continuer plus jamais à ne pas suivre les règles, et vous pourrez beau hurler, ou chouiner, ou dire, ah là là, c'est pas bien, eh ben, c'est pas bien, je le ferai. En revanche, si vous, quand je dis vous, chacun d'entre nous dit, attends, ça va pas, et je vais lui montrer pourquoi ça va pas, l'addition de tout cela peut changer les choses. Mais tous ceux qui ont essayé par des voies démocratiques, par la rue, se sont fait blackbouler, pensez aux gilets jaunes, éborgnés, discrédités. C'est difficile de leur dire à ceux qui se sont engagés sans succès, qui se sont heurtés à un mur, qu'ils doivent faire face à leurs responsabilités. Oui, est-ce que vous comprenez qu'il y a un certain dépit tout à fait. de la part de ces gens? Je le comprends, non seulement je le comprends, mais je l'ai partagé à des moments. J'ai suivi un peu les gilets jaunes, enfin, je suis allé regarder, je dis pas que j'étais gilet jaune moi-même, mais je suis allé observer, je dis à travers la France, évidemment qu'il y a des frustrations énormes, évidemment qu'il y a des insatisfactions incroyables, évidemment. Mais alors, est-ce que c'est une raison pour dire, bon, ben alors, si c'est comme ça, j'attends quoi? Le coup d'État militaire? J'attends la Révolution? J'attends la prise de la Bastille? Peut-être. Pourquoi pas? Mais voilà, il faut à un moment donné, vous savez, l'histoire a été faite par des minorités agissantes, pour le meilleur et pour le pire. Prenez toute l'histoire. Combien ils étaient, à votre avis, à prendre la Bastille le 14 juillet? C'était une minorité qui a agi. Et je ne parle pas... Alors, et pour le pire, vous avez l'Allemagne, et l'Allemagne n'était pas nazie en 1910, la Russie n'était pas bolchevique à cette époque-là, ni l'Italie fasciste. Donc, il faut faire attention à ça. Le problème, simplement, et De Gaulle, c'était qui en 1940 Il est parti à Londres avec 3 pelés et 2 tondus, il dit « La France, c'est moi ». Voilà. Je veux dire, et je parle pas de Churchill. Ce que je veux dire simplement, c'est que si, à notre échelle, et on va pas se comparer à ces grands de l'histoire, je parle de Gaulle et de Churchill, bien sûr, si on ne fait pas ce qu'on doit faire, même à un tout petit niveau, et ça ne veut pas dire qu'il faut se priver des autres armes, l'association, le quartier, faire pression. Attention, je dis pas que, je l'ai dit, conditions nécessaires, mais surtout pas suffisantes, insuffisantes. Il y a aussi le référendum.
qu'on a abandonné complètement. Vous en parlez aussi dans le livre, oui, on n'a pas voté en France depuis 17 ans. Moi, je suis pour tout à fait, si vous parlez de ça, pour un système de votation à la Suisse. Je trouve vraiment bien, je dis pas qu'il faut l'adapter tel quel, mais c'est formidable qu'on convie le peuple à tel ou tel, à dire qu'est-ce que vous pensez par rapport à telle ou telle chose, sur l'urbanisme, sur autre chose. Voilà. C'est pas compliqué à faire ça. Il faut pas prendre le pouvoir et tuer la moitié de la population. Donc, vous savez, c'est toujours qui peut le plus, peut le moins. Est-ce qu'on reste sur son quant à soi et on bavasse sur tout, ou on essaye de faire quelque chose, chacun à son niveau, chacun selon ses capacités, son environnement. Il a le problème. Toujours la pression. Vous savez, c'est pouvoir et contre-pouvoir. La démocratie, vrai, c'est ça, pouvoir et contre-pouvoir. S'il n'y a pas de contre-pouvoir, eh ben le pouvoir, il prend toutes ses places et il ne s'arrête pas. C'est en désertant le terrain qu'on lui laisse toute la place. Alors. Absolument. Vous savez, c'est Thucydide qui disait, vous voyez, avant Jésus-Christ, il disait le pouvoir va jusqu'au bout de lui-même. Il est illimité, il n'y a pas de raison. S'il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de raison qu'il s'arrête. Gérard Larcher a déclaré il y a quelques jours que la tournure de la campagne risquait de faire perdre en légitimité le président élu. Vous trouvez que il a été pas mal critiqué pour cela parce que c'est le deuxième personnage de l'État et qu'on l'accusait presque d'être un agitateur factieux. J'adore les sénateurs agitateurs, ça me plaît. Je les vois comme ça brandir le poing et puis les têtes au bout d'une pique. Non, mais je veux dire, il y a un problème démocratique qui est posé dans ce pays, mais il est posé par quoi? Pas par les paroles de Larcher, mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a un seul pouvoir qui est l'exécutif. Faut quand même, je rappelle que le principe fondamental, c'est la séparation des pouvoirs, exécutif, législatif, judiciaire. Aujourd'hui, le judiciaire, il y a les problèmes qu'on sait. Le législatif, l'Assemblée nationale est à la botte du gouvernement depuis qu'on a fait, vous savez, le quinquennat et avec les élections législatives suivant les élections présidentielles. Depuis 2002. Voilà, et on dit, il faut accorder une majorité à ce président, etc. Donc, voilà, je crois que Larcher est tel parce qu'il peut pas dire que c'est pas légitime, ou alors on parle d'autre chose. Donc ça ne tient pas son argument. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a, et c'est pour ça qu'on a parlé de démocrature, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez une monarchie républicaine, et je dirais une monarchie, quelquefois on se demande si c'est pas une monarchie bananière. Pas une république bananière, mais une monarchie bananière. Parce que quand on voit les passe-droits, quand on voit les copains et les coquins, c'est pas nouveau, hein. Ça ne date pas de Macron, soyons clairs, mais il y a un problème, il y a une dérive possible, toujours. Et un sujet que vous effleurez dans le livre, mais c'est la distinction sociologique presque entre les gagnants du système qui s'abstiennent beaucoup moins et les perdants, le terme est un peu générique, mais qui votent, qui s'abstiennent beaucoup plus. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, le week-end dernier, ont tous les deux insisté sur le fait que il y avait beaucoup d'abstentionnistes à aller chercher, à inviter leurs militants, leurs sympathisants à aller chercher des réserves de voix, alors qu'on a l'impression que du côté de La République En Marche, peut-être c'est un procès excessif, mais on a l'impression qu'ils n'ont pas fait grand-chose, en tout cas l'opposition leur a reproché, pour inciter à l'inscription sur les listes électorales. Écoutez, qui votera verra. Non, mais je crois que effectivement, ce que vous posez, c'est-à-dire que les gens qui sont effectivement je dirais pas les nantis spécialement, mais qui ont intérêt à ce que le système actuel fonctionne, vont évidemment aller voter pour que le système fonctionne. Les autres, beaucoup d'autres, se diront oui, on pourrait dire, mais il faudrait que vous alliez voter pour que le système ne fonctionne plus comme ça et change. Simplement, certains sont découragés, dégoûtés en disant on ne pourra rien faire. C'est toujours ce que je vous ai dit au départ. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Comme disait Anna Karina dans Pierrot le Fou de Jean-Luc Godard. Voilà, il dit que je sais pas quoi faire, ça sert à rien. C'est comme ça. J'espère m'en tirer. Voilà, moi, ma famille, mes amis ou mon petit cercle. Et puis voilà. C'est toujours le problème entre le cynisme résigné ou même la résignation passive et l'envie de bouger. Vous savez, il faut relire toujours, je dis ça à tous ceux qui vous écoutent à François et qui vous voient, il faut relire un livre écrit il y a presque 500 ans, ou 400 ans et plus, dans 500 ans, et qui s'appelle Le traité de la servitude volontaire d'Étienne La Boétie. Lisez ce livre, tout est dit. La servitude volontaire, voilà, qui est basé sur effectivement la résignation et le fait
d'un sentiment d'impuissance qu'on peut comprendre. Hein. Il ne s'agit pas de condamner, mais ça ne changera rien. Philippe Pascot le retrace d'ailleurs aussi dans la dernière partie du livre en faisant un historique du statut du vote blanc qui n'a cessé d'être combattu dans l'histoire de France. Et pour conclure, comme vous, que le monde politique est totalement d'accord pour entretenir l'abstention. Absolument. Pour finir, je voudrais reprendre 2 citations que vous avez reprises à votre compte et vous faire choisir entre les 2. Oui. Alors, une de Raymond Aron. Je crois que tout est toujours en question, que tout est toujours à sauver, que rien n'est définitivement acquis et qu'il n'y aura jamais de repos sur la terre pour les hommes de bonne volonté. Ouais, j'aime beaucoup cette phrase de Raymond Aron. Ouais. Et puis l'autre, c'est son grand ennemi, Jean-Paul Sartre, qui disait « La liberté, c'est ce que vous faites de ce qu'on a fait de vous. » Ouais. Alors, vous avez raison avec Aron ou tort avec ça, ou l'inverse? Là, je trouve que pour une fois, Sartre et Aron sont du même côté, ce qui est très rare. Non, c'est-à-dire qu'Aron, ce qu'il dit effectivement, en fait, on peut pas se reposer. Ou alors, effectivement, on dort, mais ça me rappelle toujours cette merveilleuse chanson de Georges Moustaki, « Nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer ». Ce qui me paraît quand même un bon dicton. Quant à Sartre, c'est très intéressant parce que il a dit beaucoup de conneries, mais il a dit aussi beaucoup de choses magnifiques. Et quand il dit la liberté, c'est ce que vous faites de ce qu'on a fait de vous, ça veut dire vous ne choisissez pas vos parents, vous ne choisissez pas votre environnement, votre religion, votre origine, etc. Vous naissez, très bien. Et au début, voilà, vous êtes dans ce programme. Mais la liberté, c'est quand vous, à un certain âge, à un moment donné, vous choisissez. C'est-à-dire vous choisissez comment gérer votre programme. Il ne s'agit pas de renier. Chacun d'entre nous, il n'y a rien à renier. Simplement, vous le gérez, vous le laissez vous écraser, vous le rejetez violemment, certains, ou vous le gérez et vous faites avec pour vous construire. Je crois que c'est ça la liberté. Et je pense que, encore une fois, dans une dimension plus epsilon, mais importante, le vote fait partie de cette liberté. Si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de vous. Voilà. Comme dit l'adage. Abstention, piège à con, c'est donc votre livre aux éditions Max Milo avec Stéphane Guillot et Philippe Pascot. 3 propos complémentaires dans lesquels un livre bref et stimulant en vue des échéances démocratiques dans lesquelles nos lecteurs retrouveront votre verve à l'écrit cette fois. Merci beaucoup André Berkoff. Merci à vous. D'avoir relevé le défi de la vérité. Merci à tous d'avoir suivi sur François, que vous pouvez le commenter, le relayer, le partager. À bientôt sur francesoir.fr. Au revoir.